pour la cavité buccale. Pour l'oropharynx, d'autres généralités, donc les sous-localisations qu'on a bien étudiées. Donc Monsieur Badel. Monsieur Badel est un patient de 55 ans qui fume encore 3 paquets par semaine avec un éthylisme important, mais il avait décidé depuis 3 mois d'arrêter. Monsieur Badel est toxicomane. Il a une infection, il est séropositif au VIH et au VHC, et l'examen est très difficile parce qu'il a un syndrome douloureux majeur, il a une otalgie. Malgré tout, on arrive à voir une lésion de la base de langue pour monsieur Badel, et une adénopathie cervicale droite fixée d'au moins 3 cm. Donc du coup, on peut d'emblée suspecter une rupture capsulaire pour ce patient à partir du moment où les adénopathies sont fixées. À la panendoscopie, alors c'est N2B clinique. C'était la panendoscopie a eu lieu avant la TEP. Sur cette image, donc, on peut voir la lésion de la base de langue qui est très étendue, qui mesure, je ne vois pas très bien, je crois que c'est 48 mm. Un envahissement des muscles profonds de la langue. Sur la TEP, on peut voir qu'il y a quasiment une atteinte du palais mou. Ici, on peut le suspecter aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir sur ça? Non. Alors l'IRM est peut-être un petit peu plus descriptive. Sur l'IRM, on voit que la résolution contraste, elle est très bonne. Hein. On arrive à vraiment bien délimiter la lésion. Donc quand on analyse, c'est l'isocentre de la lésion en 1, et puis les voies d'extension. Donc là, dépassement de la ligne médiane. En arrière, atteinte, donc voilà, dépassement de la ligne médiane. En arrière, atteinte du sillon glosso-amygdalien droit. Latéralement, ça fuse vers le trigone rétromolaire. En hauteur, il faudrait voir donc voilà. Mais il faudrait voir, mais en fait, on a peut-être une atteinte aussi de la commission intermaxillaire qui est derrière le trigone, qui est là, en fait, là. Et puis le palais, oui, effectivement, vous voyez, donc là, on le voit très bien sur le sagittal. Et souvent, les lésions comme ça ont une tendance, après donc, chimiothérapie, même avant, des fois, à fuser dans la profondeur de la langue vers l'avant, là, à partir de l'os hyoïde. Donc ça, il faut regarder l'atteinte en profondeur. Et ne pas oublier aussi de regarder vers le bas une atteinte de l'os hyoïde en sagittal, là, qu'on voit, voilà. Une adénopathie, donc l'adénopathie fixée qu'on avait évoquée, donc elle est nécrotique. Alors en échographie, voilà, là c'est typique, hein, vous avez un ganglion qui est arrondi, qui a un contenu qui n'est plus différencié entre cortex et île, et puis probablement, en fait, parfois quand on appuie dessus, s'il y a du liquide, on voit un petit peu bouger les échos, qu'on appelle échos denses à l'intérieur, et puis sur les bords ganglionnaires qui sont mal limités, on voit en fait un aspect irrégulier, et le fait que ce soit mal limité fait fortement suspecter la rupture capsulaire. Et donc ce ganglion qu'on vous avait déjà présenté, donc cette adénopathie nécrotique qui ne fixe pas le FDG, par contre en IRM on a... Donc là il n'y a pas de rupture capsulaire, par contre vous voyez que les bords sont très nets. Par contre, encore une fois, donc ganglion avec un contenu liquidien, en échographie d'ailleurs c'est pareil, hein, les bords sont nets, hein, un contenu liquidien c'est formellement pathologique. Alors après, c'est vrai qu'en termes de taille, c'est un tout petit ganglion, et sur des critères récistes, tu l'as dit, en fin de compte, on ne pourrait pas le retenir comme une cible, ni même en fait comme une non-cible, puisque les non-cibles, la plupart du temps, il faut qu'il y ait 15 mm de petit axe. Enfin, il n'en reste pas moins que c'est un ganglion qui fait partie de la maladie, donc il faut l'écrire. Et cette notion alors là, il n'y a pas de skip lesions, parce qu'il y a quand même une adénopathie du... c'était 2A ou 2B, 2A qui est atteinte, mais il y a aussi une lésion du 4, du secteur 4. Donc là, cette adénopathie, il y a peu de doute sur le fait qu'elle soit pathologique. En scanner, tu vois sur l'image là, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu... bon, on voit qu'elle est ronde, mais par rapport à la taille, on ne peut pas décrire tous les ganglions, donc je ne suis pas sûr que nous, en fait, on l'aurait décrite. Voilà. On aurait peut-être dit qu'il y a un ganglion un peu suspect, mais ce n'est pas évident. Hein. Vu que la taille, elle est conservée, vous êtes là de fait beaucoup plus sensible sur la détection de ces ganglions. Sur le MIP, on est un peu gêné parce qu'il y a la flèche, mais je le remets ici, on n'a pas de doute. Hein. Voyez, on le voit bien sur le MIP en plus de ça, donc c'est franchement suspect. Pour la base de langue, donc quelques généralités. Là encore, un drainage lymphatique riche et croisé avec une atteinte des secteurs 2, 3 et 4. Encore une fois, retenez que l'atteinte bilatérale ganglionnaire est fréquente, puisqu'elle atteint quand même 30% des patients au diagnostic. Ce qui est important aussi, c'est de connaître l'atteinte laryngée. L'atteinte laryngée, donc, elle va se traduire par une atteinte de la loge HTE en premier, hein, bien sûr, parce qu'on peut avoir toute une atteinte du larynx. Mais lorsqu'il y a une atteinte de la loge HTE et ou une atteinte de l'épiglotte, ça va
certainement récuser la chirurgie. Donc une atteinte laryngée dans une lésion de base de langue va récuser la chirurgie. Encore un schéma qui permet de voir un petit peu les différents stades. Ici, donc, on a une atteinte de la face linguale de l'épiglotte. Donc c'est un T3. Donc ça, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais ça ne va pas nécessairement signer un T4, ça va signer un T3. Donc lorsqu'il y a une atteinte laryngée, si elle est limitée à la face linguale de l'épiglotte, ça va signer un T3. Là, différents stades. Donc ici, un envahissement des structures laryngées et des muscles profonds de la langue, et ici, une extension au nasopharynx. Pour ce qui est des amygdales, c'est très important d'aller vite dans ces pathologies parce que l'extension est rapide et il n'y a pas d'obstruction vers le nasopharynx. Ça va monter le long du muscle palatoglosse ou du pilier antérieur très rapidement parce qu'il n'y a pas de barrière anatomique. Donc l'extension, si elle se fait vers le haut, va être assez rapide. Et d'ailleurs, le pilier antérieur est le point de départ le plus fréquent. Donc les patients se plaignent le plus souvent d'une odynophagie ou pas nécessairement de signes cliniques, mais du coup, je rappelle l'intérêt d'aller vite pour ces patients. Là, l'exemple d'un patient qui a un sillon amygdaloglosse à gauche, je crois que c'est monsieur Réponse d'ailleurs, lui, qu'on va présenter un peu plus loin. Ici, donc, un ganglion qui est nécrotique, mais qui est on peut difficilement dire qu'il est en rupture, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même de la graisse tout le long, là. Donc, je ne pense pas que je l'aurais rendu en rupture formelle. Antoine, qu'est-ce que tu en penses ? Non, effectivement, il est assez régulier, donc je n'aurais pas dit rupture. Voilà pour l'étage supérieur. On va passer à l'hypopharynx et on va tout de suite parler de Monsieur Sipir. Monsieur Sipir est un patient de 63 ans, il fume encore 4 cigares par jour, il a arrêté l'alcool il y a 20 ans. Il se plaint d'une odynophagie et tout récemment d'une dysphonie. À l'examen clinique, on a une lésion ariépiglottique avec un hémilarynx fixé. Donc un hémilarynx fixé va d'emblée signer un T3. Cliniquement, il n'y a pas d'adénopathie et en panodoscopie, on va avoir une lésion du sinus pi à gauche et du mur pharyngo-laryngé. Donc on a déjà au moins un T, remarque un T3 parce qu'il y a l'hémipharynx qui est fixé. Alors sur les images ici, on peut voir donc une lésion qui est hémicirconférentielle avec une atteinte de la commissure postérieure qui est dépassée et ici la commissure antérieure qui est embrassée, on va dire, mais qui est vraisemblablement dépassée microscopiquement. On voit qu'il y a une atteinte, et donc du coup il y a une atteinte des structures laryngées. Ici vous pouvez voir, alors c'est pas, on va le voir sur d'autres coupes, mais ici sur la prise de contraste, vous voyez qu'il y a un dépassement du cartilage thyroïde, et vous voyez donc que l'atteinte cartilagineuse va être fortement suspectée, puisqu'elle va au-delà de la corticale externe du cartilage thyroïde. Il y a aussi un envahissement du plan vertébral postérieur, ici comme vous pouvez le voir, sans atteinte de la vertèbre, qui reste quand même malgré tout très rare, c'est ce qu'Antoine disait hier sur son topo. Ici, l'atteinte à la limite supérieure, on peut bien le voir en sagittal, vous voyez, ça remonte tout le long de la face laryngée de l'épiglotte, avec une atteinte du pli pharyngo-épiglottique et une atteinte ganglionnaire ici. Ici aussi, une atteinte ganglionnaire qui est importante, avec un aspect très suspect. Là, on a une lise, alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de lise, on va plutôt parler d'érosion là. Antoine, je ne sais pas ce que tu en penses, là c'est plus une érosion ici, puisque... Oui, mais bon, ouais. Là, on va avoir du mal à se prononcer, en fait, parce qu'en pratique, la corticale interne du cartilage, elle est régulière, donc elle n'est pas érodée. Et donc, ça n'a pas vraiment de sens d'imaginer que la lésion, elle s'attaque au cartilage par l'extérieur. Donc, moi, là, j'aurais pas dit atteinte cartilagineuse formellement. Après, quand on voit donc la fixation, j'imagine qu'il y a un effet de volume partiel sur les fixations. Par contre, Oui, quand on voit le sûr, scanner, ouais. donc c'est le même patient. Oui, c'est le même patient. Quand on voit le scanner, là, il y a avec certitude une atteinte transfixiante du cartilage, puisque la prise de contraste, elle dépasse le cartilage. C'était ça que je voulais souligner, c'est-à-dire que quand on a juste ça en scanner, on ne va pas nécessairement être très... on ne va pas dire qu'il y a une érosion. Par contre, quand on voit la prise de contraste qui dépasse, voilà. Ce que je veux dire, c'est que on va dire qu'il y a une transfixion. N'hésitez pas à miper vos images scanner si vous avez un doute, c'est toujours intéressant. Là, je crois que j'avais un peu mipé, et donc on voit mieux la lise là. Une autre adénopathie ici dans le secteur 3 gauche, une autre dans le 2A, donc un patient qui est avec une grosse atteinte ganglionnaire et même bilatérale avec une atteinte du 2A droit. Des fois on trouve des nodules, alors ça c'est suspect, même si on peut éventuellement évoquer une pneumopathie d'aliénation chez ces patients qui avalent de travers. Là c'est quand même très suspect, un nodule en verre dépoli comme ça, chez un patient fumeur, il faut quand même au moins faire un scanner de contrôle assez rapidement. Donc ce patient a une préservation laryngée avec une chimiothérapie initiale, évaluation à 2 cycles. On va compléter avec une radiothérapie s'il y a une bonne réponse et on va proposer une pharyngolaryngectomie totale circulaire parce qu'il y avait une atteinte de la bouche œsophagienne si je me souviens bien et curage s'il y a une mauvaise réponse. Donc
c'est Monsieur Réponse, on verra sa réponse un petit peu plus loin. Non, c'est pas lui, pardon, excuse-moi, je me trompe. L'hypopharynx est indissociable du larynx, on l'a vu sur les précédentes présentations. Il faut imaginer, vous l'avez vu hier, c'est un tube qui est recouvert d'une autre structure. Là, quelques généralités, ce sont des lésions qui sont plus agressives que le larynx, avec une symptomatologie assez pauvre finalement, et donc du coup un retard au diagnostic. Et regardez, la survie à 5 ans, elle est quand même très faible, elle est seulement de 15 à 30%, avec une atteinte ganglionnaire très importante au diagnostic compte tenu de cette symptomatologie clinique pauvre. Les sinus piriformes représentent la lésion, la localisation la plus fréquente, et on va étudier ces différentes extensions. Là encore, des jolis schémas expliquant. Alors, j'ai appris hier, et c'est vrai que je ne l'avais pas retenu, qu'à partir du moment où il y a une atteinte de la région rétro-crico-arytenoïdienne, c'est d'emblée un T2. Donc c'est ce que je vous disais en tout début, ça c'est un bouquin qui n'a pas encore intégré la nouvelle TNM, et donc à l'époque, la région rétro-crico-arytenoïdienne, lorsqu'il n'y avait qu'un seul site qui était atteint, c'était un T1, mais pas pour cette localisation, donc ce schéma est faux. À partir du moment où il y a 2 sous-localisations qui sont atteintes, on peut dire que c'est un T2. Là c'est un T4A, vous voyez ici un T3 avec une atteinte de plusieurs sous-localisations et une hémifixation du larynx avec une atteinte des espaces paraglottiques. Les espaces paraglottiques, ce sont ces espaces ici, là. Et on peut considérer que c'est un T4 à partir du moment où il y a un envahissement des cartilages laryngés et d'autres structures, notamment l'atteinte carotidienne. C'est un T4B qui va clairement récuser la chirurgie. Un exemple d'une volumineuse lésion T4 avec atteinte de la bouche œsophagienne qui remonte vraiment très en haut, avec une volumineuse adénopathie nécrotique et en rupture. Là, c'est le même patient, donc vous voyez, il y a une atteinte ganglionnaire contralatérale qu'il ne faut pas méconnaître. Voilà, on va parler un peu du larynx maintenant. Et je vais accélérer un petit peu. Monsieur Larry est un patient de 63 ans qui se plaint de dysphonie. Il a fumé beaucoup. Vous voyez, 90 paquets à l'année. Il a réduit sa consommation d'alcool, mais elle reste quand même importante. Et à l'examen clinique, on a une lésion fixée de l'hémipharynx. Et j'ai mis le résultat complet de la panendoscopie pour que vous puissiez imaginer en fait la lésion avant de vous montrer l'imagerie. Donc là, il y a un hémilarynx gauche qui est totalement fixé avec un syndrome tumoral transglottique qui prend son origine au niveau de l'aryténoïde gauche avec une fixation de l'ensemble du mur pharyngolaryngé qui descend en paraglottique jusqu'en sous-glotte avec des sinus piriformes libres. Donc quand on imagine ça, moi c'est vrai que je me dis bon, ça va être une lésion gigantesque et en fait pas tant que ça. C'est pas une si grosse lésion que ça, mais ça atteint des structures et des plans qui vont faire que la lésion va être à un stade élevé et donc qui peut éventuellement récuser la chirurgie. Donc ici, une atteinte hémiglottique avec une atteinte de l'espace paraglottique. Ça, c'est la lésion qui est centrée, ça, c'est le plan qui est centré sur la glotte. Alors, je me mets dans ce plan-là, on n'en a pas trop parlé. Moi, c'est vrai que les oropharynx, j'aime bien me mettre dans le plan du palais dur, et pour ce qui est des lésions inférieures, j'aime bien me mettre dans le plan vertébral. Donc ici une atteinte de l'espace paraglottique, ici une atteinte de la commissure antérieure. Au niveau du cartilage, il y a un peu d'effet de volume partiel, effectivement, il y a un peu de condensation, mais il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de lyse. Donc du coup, on ne va pas pouvoir dire avec certitude qu'il y a une atteinte des cartilages laryngés, et donc on va dire qu'il y a un doute, on va dire qu'il y a une condensation, mais on ne va pas dire qu'il y a une atteinte du cartilage. Et ça, c'était des images qui ont été faites dans le service de radiologie. Donc la lésion est centrée sur le cricoïde et l'aryténoïde, donc on peut voir qu'il y a une condensation. Donc c'est une réaction normale, mais on ne voit pas de lyse particulière. Ici, on le voit bien, ici aussi. Et donc on voit bien aussi la réduction de la filière laryngée. Ah, pardon. Donc ça, c'est une coupe. Antoine, tu veux peut-être la décrire un peu, je sais que c'est important d'avoir cette coupe coronale. Voilà, nous on utilise en fait les reconstructions coronales pour l'analyse des tumeurs laryngées, tout simplement pour segmenter la tumeur, donc avec vous savez, avec l'atteinte glottique ou susglottique. Là on voit qu'il y a une prise de contraste qui dépasse l'étage glottique qui remonte à gauche, donc sur la bande ventriculaire, même un peu plus haut d'ailleurs. Donc la condensation aryténoïdienne, c'est effectivement pas forcément pathologique. En revanche, quand on regarde bien la coupe d'avant, si tu peux remettre voilà, quand on regarde la coupe d'avant, en fait, on voit quand même qu'il y a une prise de contraste qui vient juste sur la commissure postérieure. Voilà, la commissure antérieure, il y a une prise de contraste aussi. Et on vous a dit hier qu'il n'y a pas de greffe qui sépare la commissure antérieure du cartilage, donc ça devient, c'est vraiment un élément à mentionner. Voilà, est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Si on fait, en fait, parfois, ça peut être intéressant de faire sur les cartilages très calcifiés comme ça, par exemple cette partie-là.
Ça peut être intéressant sur cette partie-là, si on a un doute sur ce type de cartilage calcifié, de faire une IRM. Parce que sur l'IRM injecté, on aura un contraste un peu meilleur quand on a un vrai, pour voir s'il n'y a pas une prise de contraste qui est dans le cartilage et qui dépasse. Voilà, ça nous arrive de demander ça. Encore une fois, un cyste adénolymphome, donc on peut l'évoquer puisqu'il est vraiment intraparotidien, il prend franchement le contraste et il fixe très intensément le FDG. Ce patient a eu de la radiothérapie potentialisée. Alors, je reviens sur le patient. J'ai mentionné 90 paquets années. Le cancer du larynx, c'est le cancer du gros fumeur, celui qui a beaucoup fumé. Invasion cartilagineuse, donc c'est le facteur pronostic majeur, donc on l'a évoqué. Plusieurs types, donc atteinte de la cavité graisseuse centrale, Antoine vient de le mentionner. Condensation, érosion, lyse, tout ça, ce sont différents stades, et il l'a mentionné hier sur ce papier qui est ancien, qui a 20 ans, mais qui quand même est encore d'actualité, puisque c'est comme ça qu'on arrive à dire qu'il y a une atteinte, une atteinte cartilagineuse. Ça majeure le risque de récidive, et il y a une mauvaise réponse à la radiothérapie pour ces lésions. 3 types d'atteintes, susglottique, glottique, sous-glottique. Donc je ne vais pas revenir dessus parce que ça a été bien expliqué hier. Pour ce qui est du larynx susglottique, il y a 3 origines. Alors, juste rapidement un petit mot. Vous avez tous entendu parler du carrefour des 3 replis. Moi, je préfère parler de la région des 3 replis. Tout simplement parce que quand j'étais jeune interne, je ne comprenais pas comment est-ce que ces 3 replis pouvaient se retrouver dans un carrefour et se croiser. Parce qu'il y a clairement un pli glosso-épiglottique qui est médian et des plis pharyngo-épiglottiques qui sont chacun du même côté. Et en fait, j'ai mis du temps avant de comprendre que ça ne se retrouvait pas au carrefour, mais que c'était une région. Et donc c'est une coupe, et sur la même coupe, on voit ces 3 replis. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la région des 3 replis. La région des 3 replis, c'est du larynx. Les vallicules, c'est de l'oropharynx. C'est la limite supérieure, mais comme vous l'a montré Antoine hier sur une coupe qui passe au-dessus du plan des vallicules, les vallicules, c'est une dépression. Et c'est du côté lingual de l'épiglotte. C'est la limite antérieure et inférieure de l'épiglotte. Donc cette région supérieure, elle est difficile à appréhender parce qu'on a 2 structures qui sont considérées différentes, alors qu'en fait, c'est sur le même plan et c'est la même limite. C'est d'un côté ou de l'autre, en fait. Donc le pli ariépiglottique, il y a 3 origines. Je voulais vous dire un mot sur la margelle laryngée. La margelle laryngée, en fait, vous en avez tous certainement entendu parler, j'ai oublié de le mettre là-dedans, mais la margelle laryngée, en fait, c'est l'épiglotte susioïdien et les plis ariépiglottiques. Ça ne concerne pas les ventricules, c'est ce qu'on appelle l'épilarynx. Donc vous l'entendrez peut-être mentionné dans les demandes des chirurgiens, gardez-le en tête, ça permet de comprendre ce que c'est que la margelle laryngée, c'est vraiment l'épilarynx, c'est-à-dire le bord supérieur de l'épiglotte. Encore des schémas qui sont jolis, je vous invite à les regarder de manière un petit peu plus précise. Vous voyez, donc, pour des raisons pratiques, la TNM a séparé l'épiglotte en épiglotte sous-hyoïdienne et en épiglotte sus-hyoïdienne. Et donc, quand on a une atteinte de l'épiglotte sus-hyoïdienne ou sous-hyoïdienne, c'est un T1. Dès qu'on a une atteinte des 2 régions, c'est un T2, parce qu'il y a plusieurs sous-localisations qui sont atteintes. Le T3, c'est atteinte de plusieurs structures, et le T4, c'est avec une atteinte de la base de langue ou d'autres structures. Le larynx glottique, c'est une lésion qui est assez fréquente, mais qui a un bon pronostic, puisqu'il y a 90% de survie à 5 ans pour les T1. Le pronostic va au T4. Là encore, un exemple de schéma, donc ça c'est un T1B, un T1A va concerner qu'une seule corde vocale et ne va pas concerner le T1B. Une atteinte glottique va intéresser plusieurs structures, donc avec une extension au pli ariépiglottique jusqu'au ventricule, et ici le T3 va atteindre tout l'espace paraglottique ici, et l'ensemble des ventricules. Les T4, c'est une atteinte des 3 étages ou des structures adjacentes. Voilà pour le glottique. Pour le larynx sous-glottique, c'est une localisation rare, peu de signes cliniques, donc je vais pas trop vous en parler parce que c'est quelque chose qui est assez peu fréquent. Là, j'ai d'autres schémas. Voilà pour ce qui était de l'extension locale et régionale. Pour ce qui est de l'extension à distance, c'est tout l'intérêt de notre imagerie, et c'est pour ça que les cliniciens nous demandent cet examen. C'est pas tant pour le bilan local, même si vous avez pu le voir, on peut le faire de manière assez exhaustive et de manière précise. C'est surtout pour le bilan d'extension à distance qu'on fait ces examens. Et comme vous le savez, pour les stades avancés, près de 3/4 des patients ont une atteinte métastatique. Un petit mot sur les performances de la TEP par rapport à la scintigraphie osseuse.
puisqu'on en fait, mais je pense que des scintigraphies osseuses pour des bilans d'extension de cancer ORL, je pense qu'on n'en fait pas. Enfin, moi, ça fait très très longtemps que j'en ai pas vu dans cette indication. Il y a quand même quelqu'un qui s'y est intéressé en 2013, donc il n'y a pas très longtemps, qui s'y est intéressé et qui montre que la TEP est plus performante que la scintigraphie osseuse dans la recherche de localisation osseuse. Les lésions typiques d'atteinte pulmonaire pour les cancers ORL, c'est un nodule troué. Quand vous avez un nodule troué et un cancer ORL, il faut évoquer une atteinte secondaire. Alors ça paraît évident quand on regarde le MIP, on se dit bah oui, c'est sûr que c'est une atteinte secondaire, mais c'est l'aspect typique. Alors on dit que c'est l'aspect typique des cancers des VADS, c'est en fait un petit peu plus typique des épidermoïdes, mais on le voit beaucoup plus souvent dans les atteintes, dans les cancers des VADS que dans les autres atteintes épidermoïdes. Donc retenez une chose, c'est que les nodules troués sont assez spécifiques d'une atteinte des VADS. On peut voir bien évidemment des nodules qui ne sont pas troués.